Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'invité de l'histoire. C'est une émission qui s'arrête sur l'histoire des Afriques, l'histoire des peuples noirs, partout où ce peuple-là s'est disséminé à travers le monde. Sauf que, quelle est la frontière entre l'histoire, la géopolitique, la politique? Souvent, l'histoire, est-ce que c'est pas simplement parce qu'on a oublié des faits, mais il y a des histoires plus récentes, plus fraîches. Alors, on a l'impression d'être en politique, peut-être. Qu'en est-il d'un pays dont l'histoire se déroule sous nos yeux, qui est à peine indépendant depuis 40 ans? Est-ce de l'histoire, est-ce de la politique aujourd'hui? Nous avons décidé de parler aussi de cette histoire-là, qui est proche de nous, qui est parfois même d'actualité encore, avec un acteur du terrain, quelqu'un qui a vécu dans cette histoire, qui a travaillé à cette histoire à sa façon. Patrick Klein, vous êtes l'auteur de ce livre, Par le son des autres, Coup d'état d'âme, un livre qui est publié aux éditions du Rocher. Il l'a écrit sur un parcours qu'il a eu, qu'il a connu, qu'il a vécu, qui consistait en quoi? Parce que peut-être que je mettrai des mots qui ne sont pas précisément ce qui résonne dans votre esprit. J'ai voulu par cet écrit retranscrire quelque part la perception qui était la mienne du continent africain dans le contexte de ces quelques années qui se sont déroulées et par lesquelles j'ai traversé effectivement l'Afrique et différentes situations. C'est un regard. Vous avez traversé l'Afrique comme un agent, comme un mercenaire, comme un agent des services, comme quoi? Aucunement. J'ai été, par l'effet des circonstances, amené effectivement à travailler un moment aux Comores, comme conseiller militaire, on appelle ça mercenaire, mais également dans d'autres pays comme conseiller plus économique et intervenant simplement dans le cadre de mes affaires ou éventuellement collaborant à telle ou telle activité auprès de tel ou tel autre chef d'État. Vous découvrez l'Afrique quand? Je découvre l'Afrique en 1985. Par les Comores? Par les Comores. C'est une date importante, 85 aux Comores, parce qu'il y a une succession d'événements qui vont se produire, notamment aux Comores. Vous n'arrivez pas fortuitement, j'imagine. Je n'arrive pas fortuitement, mais je n'arrive pas dans le cadre d'un coup d'État, si c'est ce que vous laissez entendre. J'arrive simplement pour renouveler un effectif sur place et prendre un commandement normal dans le cadre d'une unité qui était la garde présidentielle des Comores. Pour nous attarder un peu, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de recevoir des personnes de terrain, des personnes qui ont participé à cette histoire que nous avons voulu intituler Histoire de la France-Afrique, les dessous de cartes, parce que souvent ce que vous nous révélez dans ce livre est souvent à l'opposé même, quelquefois, des thèses officielles. On n'a pas souvent cette chance, on a décidé de faire avec vous une interview claire, puisque vous parlez dans le livre, donc vous pouvez parler aussi publiquement à la télévision. Vous n'avez pas peur de représailles, vous donnez des noms, beaucoup de noms. Je ne fais qu'éclairer quelques situations sur des personnages qui parfois ont déjà été évoqués, donc il y a peu de faits qui soient relatés, qui ne soient du domaine public, si ce n'est que je les présente sous un angle différent, parfois. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche? C'est le fait c'est à la fois vouloir parler de l'Afrique et c'est surtout exprimer mon sentiment sur ce que je crois être un dévoiement, parfois, des forces françaises ou de la politique française, quelquefois au bénéfice d'intérêts privés. Et je trouve que c'est préjudiciable à la fois pour le continent africain et à la fois pour la grandeur de la France. Vous condamnez finalement cette politique française? En l'occurrence, et je me suis retrouvé officier aux Comores, au sein de la garde présidentielle des Comores, au service du chef de l'État. Je me suis attardé sur ces questions-là parce qu'il est important, parce qu'on va se demander qui parle, qui est-il, quelle est sa trajectoire. Vous partez pour l'Afrique en 1985 pour les Comores, ce sera la première station où vous avez joué un rôle dans l'ombre avec d'autres. Mais vous allez nous expliquer pourquoi parfois ce que nous avons retenu de l'histoire officielle n'était pas précisément ce que vous faisiez dans l'ombre. On s'arrête pour les Comores avec quelqu'un qui a été votre mentor à un moment donné, votre parrain, c'est lui qui vous a emmené, Bob Denard. Il était un chef, il a été le chef, j'ai été très fier de le servir pendant les quelques années que j'ai été amené à partager près de lui. Bob Denard, vous êtes un des hommes qui a travaillé avec lui à partir de 1985. Jusqu'en 1989. Jusqu'en 1989. Pendant 4 ans, vous êtes aux Comores, tous les deux. Vous faites quoi? Dans un premier temps, je commande une section au sein de la garde présidentielle, et puis par la suite, je monte un service qui s'appelait le 5e bureau, qui était en charge de l'action sociale, pour le compte de la présidence, et au service du chef de l'État, Mohamed Abdallah. D'accord. Un chef d'État qui va subir un coup d'État en quelle année? La particularité des Comores, c'est que la famille Abdallah en particulier, mais également les autres chefs d'État qui se sont succédés, pour la plupart sont arrivés au travers de différents coups d'État en fonction des changements, soit de politique, soit de point de vue, de ceux qui souhaitaient que la situation change. Qui souhaitait que la situation change? On peut imaginer que Paris, pendant un temps, et regarder de près la situation des Comores, ne serait-ce qu'à partir de sa position géographique,
et à l'importance que nous accordions ou que Paris accordait, je crois, à Mayotte et à la nécessité de voir Mayotte rejoindre définitivement la France dans le cadre d'un statut qui lui a été accordé définitivement en 2011, il y a un an comme département. Département d'outre-mer. Absolument. Pourquoi la France s'intéresse-t-elle aux Comores? Précisément, je n'en ai pas la moindre idée. La seule chose, c'est que je sais que c'est un petit pays, un archipel pauvre. Alors je peux comprendre, non pas les moyens qui aient été utilisés pour maintenir ce pays dans la situation dans laquelle il est. Pour autant, la situation qui prévaut aujourd'hui, que je connais bien moins parce que je n'y suis pas retourné quand même depuis 26 ans, je comprends mal que ce pays ne parvienne pas à se développer. Aujourd'hui, vous avez 40% de la population de Mayotte qui est issue des Comores, qui est en situation d'immigration illégale et qui se retrouve, qui confronte Paris à une nouvelle problématique très sérieuse. Par ailleurs, si on considère que la France est parvenue à son objectif en maintenant Mayotte dans son giron, on ne voit plus l'intérêt de paupériser les Comores de telle sorte que les gens n'aient plus envie de revenir sur Mayotte. Le verre est peut-être dans le fruit. Si dès 1975, lors du référendum, les Comores décident d'aller vers l'autonomie par rapport à la métropole, seule Mayotte, qui est la 4e île de cet archipel, va se rattacher à la France. Dès cet instant, est-ce que les Comores ne vont pas être systématiquement un petit peu déstabilisées? Et puis, cette république de coup d'État permanent, finalement, va s'installer. Je pense qu'elle avait un sens, enfin non pas celui que j'aurais souhaité, mais en tout cas elle peut comprendre un sens à cette situation tant que Mayotte n'était pas définitivement rattachée à la France. De telle sorte que les Comores demandent régulièrement auprès des Nations Unies, interviennent lors des assemblées pour revendiquer la paternité de Mayotte et le retour de Mayotte, et cela permet effectivement au gouvernement de susciter des aides, de faire pression pour obtenir de Paris un certain nombre d'avantages. Pour autant, il me semble que l'intérêt stratégique des Comores, de par la perte à terme anticipée de Djibouti, présente son avantage pour le maintien d'un certain nombre d'unités françaises. Il y a une base militaire française. Absolument. Importante, dont on parle moins. On parle de celle de Djibouti, on parle... Oui, mais il faut savoir que Djibouti a un statut particulier également, et qu'à terme, les forces françaises quitteront Djibouti. Donc, dans cette perspective, j'imagine qu'il est nécessaire que Mayotte soit maintenue comme un point. Vous êtes plus explicite à cet égard dans le livre, lorsque vous parlez par exemple du soutien évident que la France avait pour l'un des candidats face aux autres dans l'élection à partir de 1990. Alors là, on est dans un autre contexte, c'est-à-dire que lorsque j'ai quitté les Comores et j'ai quitté la garde présidentielle, à titre privé, j'ai décidé de soutenir Mohamed Taki. Mohamed Taki était candidat à l'élection présidentielle et effectivement il avait été élu et choisi par le peuple comorien et malgré cela, un certain nombre de personnalités françaises se sont impliquées fortement pour soutenir un de leurs poulains qui était Mtera Maïcha et à travers lui Mohamed Johar. Et ces prises de position particulières, on est en 81, en fait à l'époque de la prise de pouvoir par les socialistes en France, et effectivement cela coïncide avec une période pendant laquelle nous verrons intervenir un certain nombre de bouleversements sur le continent africain, parce que pour des raisons politiques, il y a des luttes d'influence entre les socialistes, les différents services aussi, les différents services, mais également les différentes boutiques politiques qui se bagarrent quelque part pour avoir le contrôle de certaines zones d'influence et par conséquent des financements. Qu'est-ce qui intéresse, on ne comprend pas, ce qui intéresse vraiment la France aux Comores? Qu'est-ce qui les intéresse là-bas? Pas grand-chose, puisqu'il semble qu'il y ait quelques Pas réserves. grand-chose, mais pourquoi donc déstabiliser les chefs d'État si rien ne les intéresse? Il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est un petit pays qui se trouve à l'autre bout du monde. Mais il a un intérêt quelque part, qu'on aimerait comprendre. Il y a un intérêt stratégique pour le contrôle du canal du Mozambique, ça c'est un point. Il y a un deuxième point qui est peut-être l'existence de gisements pétroliers qui se trouveraient entre Madagascar et les Comores et qui pourraient considérés comme étant des réserves stratégiques pour certaines compagnies. Donc on imagine facilement que les Américains n'empiètent pas sur certaines zones d'influence et de production potentielle de l'Europe, et également j'imagine que certaines compagnies... On commence à y voir plus clair. Ouais. Donc ils sont en apparence pauvres, mais potentiellement ils sont peut-être assis sur une richesse. C'est ce que l'on croit, mais en tout état de cause, vous avez de nombreux pays en Afrique qui sont immensément riches en potentiel et qui se retrouvent paupérisés pour des raisons stratégiques. Ça a été le cas de l'Angola pendant très longtemps. Vous avez eu en Angola une guerre pendant 30 ans qui, pour des raisons identiques, a été maintenue artificiellement pour des raisons éminemment économiques.